La clim a été mise, ça va? Vous avez fait trop chaud? C'est mieux maintenant? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Cédric vous l'avait dit, normalement c'est notre présidente de l'association, Marie-Françoise Leroux, qui aurait dû être là aujourd'hui pour vous présenter donc les activités du Graal. Malheureusement, elle ne pouvait pas être parmi nous. Donc on va essayer de faire de notre mieux. Léa et moi-même, on est toutes deux au pôle réhabilitation. Donc on s'occupe justement de... Bon, on va vous présenter nos activités. Donc on s'excuse par avance s'il y a des petites choses qui manquent ou si c'est pas aussi exact que ça aurait dû l'être. Donc voilà. Alors, donc le Graal, vous le savez peut-être, c'est le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. C'est une association de protection animale qui a été fondée en 1997 et qui s'est beaucoup intéressée en fait depuis toujours à l'expérimentation animale, notamment donc, les 3 R que vous connaissez, raffiner, réduire et remplacer. Et aussi justement le sujet d'aujourd'hui, le 4e R, la réhabilitation. Et la réhabilitation a été, donc comme ça a été rappelé précédemment, encouragée par la directive européenne depuis 2010. Et le Graal, depuis 2005 déjà, s'intéresse à la réhabilitation et propose de faciliter justement les sorties d'animaux de laboratoire. Puisque ce qui s'est passé, comme ça a déjà été un peu dit, le problème c'est que c'est autorisé, mais il n'y a pas de guide, de bonne méthode, de pratique. Et il y a un flou au niveau de la pratique, donc le Graal a voulu intervenir à ce niveau-là. Donc ça a démarré en 2005, donc ça a été au début un peu compliqué, nous on ne faisait pas encore partie de l'association à ce moment-là, mais c'est vrai que Marie-Françoise y a mis beaucoup d'énergie et a contacté plusieurs scientifiques, dont notamment du côté de Nantes. Et entre 2004 et 2005, elle a fait beaucoup de démarches puisqu'elle avait entendu justement des chercheurs qui disaient qu'ils s'intéressaient, qu'ils s'occupaient de leurs animaux de laboratoire comme de leurs propres enfants. Et elle a voulu dire, bon bah voilà, moi je veux, alors dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêts à leur offrir une retraite? Est-ce que vous voudriez collaborer pour qu'ils puissent en sortir? Donc c'était un peu le grand saut, et puis forcément au départ, pas forcément convaincu, puisque c'est quand même 2 milieux qui se rencontrent, qui n'ont pas l'habitude, donc la protection animale d'un côté et les laboratoires, les scientifiques de l'autre. Et la démarche du Graal depuis toujours, ça a été aussi justement de faire un pont entre ces différents milieux et de communiquer au maximum avec tout le monde. Donc la première réhabilitation, donc ça a été une femelle, une petite chienne, Tia, donc qui venait d'un centre de thérapie génique à Nantes, qui était une chienne adulte qui avait passé des années en laboratoire et qui finalement a trouvé des adoptants très facilement et qui depuis a eu une vie classique de chien, même si au départ forcément, donc on va en reparler après, donc c'est des chiens qui sont faits pour des expérimentations, donc en effet ils ne sont pas habitués à la vie de famille, mais il n'y a aucun souci pour autant d'apprentissage quand on prend le temps avec la plupart des animaux. Donc les fondements de notre démarche, qu'est-ce que nous on apporte? Nous, c'est vraiment l'idée d'être un facilitateur entre les laboratoires et les refuges par exemple. Donc on apporte un cadre juridique. Donc, on est 3 partenaires, donc les laboratoires directement impliqués qui souhaitent réhabiliter leurs animaux et les refuges ou centres d'accueil qui vont eux accueillir les animaux. Et nous alors à quoi on sert? Donc on est là pour garantir une confidentialité parce qu'on sait que c'est l'expérimentation animale et des sujets encore à débat. Donc on est là pour faire un contrat entre les laboratoires et le Graal avant que les animaux passent en centre d'accueil, ce qui aussi permet de limiter la responsabilité des laboratoires une fois que les animaux ne sont plus chez eux. On leur assure
assure aussi une traçabilité des animaux, puisque nous, de notre côté, tous les animaux qui sont réhabilités, on a un suivi, on connaît leurs adoptants, etc. Et on est là aussi pour justement répondre au mieux et au plus rapidement, de manière la plus efficace possible, aux sollicitations, que ce soit des laboratoires ou des refuges, pour que les placements soient réalisés. Et puis on peut également apporter notre aide en termes de coûts, si c'est nécessaire, lors de réhabilitation, notamment des cas un peu plus particuliers comme les primates par exemple. Donc les laboratoires avec lesquels on travaille, c'est très divers, donc tous les laboratoires peuvent être concernés, que ce soit public, privé. On travaille beaucoup, surtout avec des laboratoires français, mais par le passé un peu avec des laboratoires étrangers. On travaille aussi avec des éleveurs, justement, d'animaux destinés au laboratoire. Et au niveau de nos partenaires, des centres d'accueil, au niveau des animaux, pardon, donc déjà c'est toutes les espèces, donc les chevaux, les primates de manière ponctuelle, mais surtout les chats et les chiens. On fait aussi parfois les oiseaux, les lapins et différents rongeurs, selon vraiment les demandes des laboratoires. Donc ce qu'on veut dire, nous, c'est qu'on prend en compte toutes les demandes et dès qu'on a une sollicitation, on essaie de voir au mieux s'il y a une possibilité justement pour ces animaux, pour les replacer, que ce soit pour 5 chiens tous les 3 ans ou 15 chiens tous les mois, ou, enfin, on essaie vraiment de prendre tout en compte. Donc actuellement, comme cette action existe depuis 2005, on a beaucoup développé nos partenariats du côté des refuges. On a à peu près une quarantaine de refuges et associations qui ont déjà accueilli au moins une fois des animaux via le Graal. Donc après, on a des refuges qui travaillent avec nous de manière régulière, d'autres beaucoup plus ponctuelles. Ça dépend aussi de leurs contraintes en interne et de leur capacité à accueillir à l'instant T justement les animaux. Et quand il s'agit donc de primates notamment, on travaille avec des parcs animaliers comme donc différents zoos et différents centres d'accueil. Donc comme on vous a dit, bien sûr les 3 acteurs principaux lors des réhabilitations, c'est les laboratoires, les refuges et le Graal. Mais ça implique aussi beaucoup d'autres acteurs. Donc par exemple, quand il s'agit de chats et de chiens, les adoptants, mais aussi les transporteurs, tout ce qui est au niveau administratif, la DTPP, les douanes si besoin. On a aussi, donc ça a été déjà dit avant, les médias qui s'intéressent aussi de plus en plus à nos actions. Donc il faut être conscient de justement tous les publics possibles qui peuvent être touchés par cette démarche. Donc, pour donner quelques chiffres, là, on a actuellement une trentaine de laboratoires qui ont déjà travaillé avec nous, et donc, comme dit précédemment, une quarantaine de refuges partenaires. Au niveau des animaux, donc actuellement en 2014, en gros, on est sur une moyenne de 40 animaux réhabilités par mois. Donc après, c'est assez variable, ça peut être donc des dates de sortie avec un lot de 25 animaux, ou après 3, enfin, donc mais en moyenne, on est sur une quarantaine maintenant. Et au niveau de notre association, on est 6 réellement à s'occuper de cette question. Donc notre présidente, Marie-Françoise, Léa et moi-même, et Céline Brett qui est dans la salle aussi, qui sont toutes 3 doctorantes en éthologie actuellement, et deux autres justement éthologues, Camille Dorn et Cécile Bouguet, qui nous aide aussi lors des réhabilitations. Et donc on vient du milieu, enfin c'est une association, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que justement les gens qui participent à ces choses-là ont aussi une connaissance du monde scientifique et peuvent aussi mieux comprendre justement l'autre point de vue et tout ce que ça implique, l'expérimentation animale et la réhabilitation. Et nous, donc ça fait déjà bientôt 10 ans que ces actions existent, et si c'est aussi pérenne,
c'est aussi parce que le Graal s'est toujours positionné, a justement toujours refusé d'avoir une position extrémiste et a toujours voulu susciter le dialogue entre tous les partenaires, que ce soit au niveau des laboratoires que des refuges. Et c'est vraiment, je pense que les trois mots-clés en ce qui concerne le Graal, c'est la confidentialité, qui est très important, notre sérieux, et la confiance avec chacun de nos partenaires. Et c'est aussi pour ça que donc Léa va vous présenter les quelques réhabilitations, les dernières réhabilitations qu'on a faites. Je pense que c'est aussi pour ça que l'activité se développe de plus en plus. Je vais vous présenter un peu plus en détail les différents types de réhabilitation qu'on a pu effectuer et qu'on effectue encore. Donc, le plus gros des réhabilitations, comme vous l'a dit Amélie, concerne surtout les chiens et les chats. Donc, on en est aujourd'hui en 2014 à peu près à 150-200 chiens par an, surtout de races Beagle et Golden, croisés Beagle et Golden, et d'âge variable. On va du chiot de 3-4 mois aux animaux adultes de 6, 7, 8 ans. Et donc, en fonction de ces différentes caractéristiques des animaux, on a des placements qui vont être différents, une démarche très différente. Pour les chiots, il n'y a pas beaucoup de dispositions à prendre particulières par rapport à l'animal quant à la préparation à la vie civile. Ils ont passé très peu de temps finalement en laboratoire et ont été manipulés et suffisamment manipulés, voire même plus manipulés par l'homme que l'aurait été un chiot classique, et sont donc tout à fait préparés à la vie civile. Pour ce qui est des adultes, parfois ça va être plus compliqué, non pas par rapport à l'homme, mais plutôt à l'environnement extérieur, puisque c'est des chiens en fonction des laboratoires dont ils proviennent, qui n'ont pas forcément connu, comme il a été dit précédemment, la laisse et le collier. Ça va dépendre, certains chiens sont habitués, d'autres non, et surtout n'ont pas forcément connu tous les environnements possibles qu'ils vont rencontrer dans la vie civile, donc les bruits de la circulation, les bruits soudains, les situations inconnues, qui vont faire que ce sont des chiens finalement adultes, mais qui ont finalement une découverte de l'environnement presque comme des chiots. Et donc là, on a une préparation, on a certaines consignes de sécurité quand même à respecter pour éviter que l'animal, en sursautant, s'enfuit. Par exemple, si on utilise simplement par exemple un petit collier, donc on préfère les harnais dans ces cas-là, pour permettre à l'animal de découvrir son environnement de la manière la plus sûre et de l'habituer progressivement à ce nouvel environnement. Pour ça, on a mis en place une charte conseil chien qu'on a élaborée avec donc Camille Dorn et son cabinet de conseil en comportement. Et on accompagne aussi le plus possible les refuges en leur fournissant tous les documents permettant de connaître le passé de l'animal. Donc tout animal est suivi de sa fiche de traçabilité qui permet de savoir à quoi l'animal, quel protocole l'animal a été impliqué, s'il a été impliqué dans des protocoles tout court, puisque nous avons des chiens d'élevage qui ne rendent jamais un protocole, et quelles étaient ses conditions de vie, est-ce qu'il était en groupe, est-ce qu'il était en box avec juste un autre chien, est-ce qu'il a donc connu la promenade, est-ce qu'il y avait des enrichissements, généralement tous les chiens ont des jouets, des enrichissements, des périodes de jeu avec les animaux, etc. Donc, pour ce qui est de la réhabilitation des chats, on est sur des chiffres un peu plus faibles, entre 10 et 50 chats par an, de nouveau avec des âges très variables, des chatons de quelques mois à des adultes de 12 ans, type européen, donc très variable au niveau physique. Et on a aussi mis en place une charte conseil chat pour accompagner au mieux les adoptants de ces animaux. Donc de nouveau, pour les chatons, il n'y a pas de démarche particulière avant l'adoption, puisque ce sont des animaux qui ont passé très peu de temps en laboratoire et donc ont été habitués à la manipulation. Ce sont des animaux qui ne sont pas du tout farouches, très avenants. Et pour les chats adultes, en fait, ce sont aussi des chats qui présentent vraiment un contact à l'homme totalement normal, même voire
plus attachés à l'homme que l'on pourrait avoir avec d'autres chats, puisque au final, ils ont des manipulations très fréquentes, ils ont des périodes de jeu avec les animaliers aussi fréquentes. Il y a des enrichissements qui sont fournis qui permettent à l'animal de développer tout son répertoire comportemental. Donc les prédispositions qui vont devoir être prises par les adoptants, ça va être surtout de nouveau par rapport à l'environnement extérieur que les animaux ne connaissent pas, et donc être prudent sur les sorties, sur la mise en contact avec les chiens ou d'autres types d'animaux qui n'auraient pas pu connaître le chat avant. On a aussi des réhabilitations, donc des nouveaux animaux de compagnie. On les a mis sous ce nom-là parce que finalement ce sont des réhabilitations assez ponctuelles. Lapins, furets et rats. C'est souvent des surplus de reproduction qui nous sont proposés à la réhabilitation, qui ne sont pas rentrés en protocole. Donc cette année, par exemple, on a eu presque 80 rats à réhabiliter et donc à proposer à l'adoption. On a eu, contre toute attente, beaucoup d'engouement de la part des gens par rapport aux rats. Et on a eu finalement, malgré le chiffre important, une certaine facilité à les placer. Céline Brett vous en parlera mieux parce que c'est elle qui a organisé toute la logistique de cette sortie qui a été assez compliquée. Puisqu'on n'a pas de structure d'accueil en fait, qui permet de, comme pour les chiens et les chats avec les refuges, de emmener les animaux sur place et ensuite permettre aux adoptants de venir les choisir. Donc il a fallu organiser comme on pouvait des intermédiaires pour pouvoir permettre de conserver la confidentialité au niveau du laboratoire, puisque les gens ne pouvaient pas venir chercher les animaux directement sur place, et permettre l'adoption et de permettre aux adoptants de choisir les animaux qu'ils voulaient adopter. Ensuite, on a aussi des réhabilitations de primates. Ce sont aussi des demandes beaucoup plus ponctuelles. Ça concerne surtout des macaques crabiers qui sont... les macaques crabiers étant l'espèce la plus utilisée en laboratoire avec le macaque rhésus. On a, à ma connaissance, encore jamais eu de demande pour des ouistiti ou tamarins. Cette année, il est prévu qu'on réhabilite 2 ou 4 macaques crabiers. Et de nouveau, on a ce problème de peu de structures d'accueil. On en parlera encore aujourd'hui par rapport au projet qui va émerger de centres d'accueil pour les animaux de laboratoire. C'est qu'on a très peu de structures d'accueil. En France, seul Tonga, terre d'accueil, accueille les animaux, notamment les primates de laboratoire. Pour les macaques que vous voyez ici en photo, ils sont partis en Belgique au Natuurhulpcentrum, qui est un centre de réhabilitation de la faune sauvage, mais qui accueille aussi des animaux saisis de zoo et des primates, et qui sont en fait suivis par la fondation AP, et qui ont donc toutes les compétences pour pouvoir s'occuper des primates, parce que c'est un processus très long de mise en quarantaine, d'abord pour vérifier l'état sanitaire des animaux, mais surtout de socialisation des animaux, puisque c'était des primates qui n'étaient pas en groupe. Et du coup, il a fallu passer par tout ce processus de socialisation qui consiste à d'abord mettre les animaux en contact visuel, puis en contact tactile après, à travers le grillage, avant de pouvoir les mettre en groupe. Tout s'est très bien passé, les deux, vous pouvez le voir sur les photos, s'entendent très bien. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve un centre d'accueil permanent, puisque le Natuurhulpcentrum n'est là qu'en termes d'intermédiaire. Ah oui, on a un poster, pardon. Qui est affiché là où on prendra le café tout à l'heure. Vous aurez plus de détails sur comment on a dû organiser cette réhabilitation et vous verrez, on a expliqué toutes les étapes qu'on a dû respecter, que le laboratoire a dû d'abord faire avant de pouvoir permettre la sortie de ces animaux. Pour la réhabilitation des chevaux, donc ça c'est le nouveau projet que le Graal a en charge. Il concerne une 40 à 60 chevaux par an, donc ça va commencer cette année pour des trotteurs français entre 4 et 15 ans. On vous en parlera beaucoup mieux cet après-midi, mais ça fait partie des projets qui remettent en cause finalement, en tout cas qui nous obligent à repenser la façon dont le Graal fonctionne, puisqu'on atteint des proportions, des nombres d'animaux beaucoup plus importants, et on ne place pas un cheval comme on place un chien.
On a beaucoup plus de difficultés à forcément trouver des structures d'accueil puisqu'il y a assez peu d'associations et de refuges spécialisés pour les chevaux. Ça demande beaucoup de place, non pas finalement les associations, puisqu'il est très difficile de trouver des pâturages permettant de mettre des chevaux. Et donc on a toute une logistique qu'on doit repenser. On a pour la première fois aussi sur ce projet-là une personne qui va être rémunérée pour permettre en fait un meilleur fonctionnement et une meilleure gestion de ce projet de reclassement des chevaux de laboratoire. Donc vous pouvez aller sur le site Chevaux du Graal où on présente la démarche et on présente déjà les animaux disponibles à l'adoption. Donc pour faire un bilan, on a de plus en plus d'animaux réhabilités chaque année. On a une diversité d'espèces qui augmente chaque année. Donc là, on nous a proposé des moutons, on a eu des furets pour la première fois aussi, etc. Donc on commence à avoir une vraie diversité d'espèces qui nous oblige aussi à repenser le type d'accueil qu'on va devoir proposer, le type de structure qu'on va devoir solliciter pour les accueillir. On multiplie donc les partenariats avec les refuges pour pouvoir permettre d'accueillir tous ces animaux qu'on nous propose à la réhabilitation. Et on multiplie aussi les partenariats du côté des laboratoires qui viennent nous contacter directement. Donc on est vraiment passé dans une phase différente par rapport aux premières années où Marie-Françoise avait dû solliciter, rappeler, vraiment arracher ses partenariats, en fait, les premiers partenariats, pour pouvoir gagner la confiance des laboratoires. On pense que maintenant, on a réussi à la gagner pour en grande partie, et du coup, on a des demandes spontanées qui nous viennent de nouveaux laboratoires. On a aussi une sollicitation de plus en plus importante des laboratoires qui nous proposent de plus en plus d'animaux à réhabiliter. Donc, vous voyez la courbe qui est en nette augmentation et qui nous amène de nouveau à repenser et à revoir la façon dont on va devoir envisager la réhabilitation au niveau de notre association pour que l'action soit pérenne. Donc ça, ce sont les chiffres, mais la réhabilitation, c'est aussi une question de médias, comme on en a parlé. On a eu beaucoup d'échos dans les médias positifs, notamment dans Sciences et Vie Junior, où la recherche, on a un rapport de l'Académie vétérinaire qui a cité le Graal comme étant la référence pour la réhabilitation, mais on a aussi également des articles, comme on l'a montré tout à l'heure, qui sont vraiment détrimentaires et très ennuyeux pour notre action, comme l'article qui a été publié dans La Voix du Nord. Je vais rebondir sur cet article-là, puisque il faut savoir que nous, au Graal, on s'acharne à vouloir conserver cette confidentialité, cette confiance et ce sérieux. On n'utilise jamais les mots qui ont été utilisés dans cet article-là. Malheureusement, le fait est que, vu le nombre croissant de réhabilitations, le fait que notre action est totalement bénévole, le contrôle, en tout cas la vérification qu'on essaye d'avoir au niveau des propos qui sont tenus par rapport à ces actions, la vérification ne peut pas être totale. Et malheureusement, on connaît les journalistes pour étant pas forcément toujours très scrupuleux, dans le sens où ils ne nous ont pas contactés pour publier cet article où nous sommes cités, par exemple. Donc, pour finir, l'avenir de la démarche du Graal, ça va être une nécessité d'anticiper et de planifier de plus en plus les sorties pour nous permettre d'offrir toujours le meilleur accueil et le plus approprié par rapport au caractère des animaux. Aussi, vérification des propos diffusés dans les médias, comme je vous l'ai dit, et la nécessité de transparence et de communication auprès du corps public nous semble très importante. Pour nous, les articles du type La Voix du Nord vont continuer malheureusement continueront à exister si nous ne faisons pas la démarche proactive de communiquer ensemble, laboratoires et associations du Graal ou autres, et de nous-mêmes publier et de diffuser nos propos et de ne pas laisser finalement les autres se charger de communiquer sur nos actions. Donc c'est important qu'il y ait une implication du Graal et de tous les acteurs de la filière. C'est pourquoi aussi nous mettons en place systématiquement des communiqués de presse que nous envoyons aux journaux locaux pour que ce soit nos mots et non pas des mots déformés qui soient repris, pour systématiquement assurer l'exactitude des propos publiés.
Et du coup, on est aussi, comme je vous l'ai dit, dans une révision de la manière dont le Graal va devoir fonctionner. On envisage de plus en plus, évidemment, la salarisation des bénévoles au Graal, parce que on a obtenu ce mécénat par Loche l'année dernière, donc, grâce aux pots caritativement belles qui nous ont permis de récolter une petite somme. 30 millions d'Amini nous allouent une subvention tous les ans. Et on a été contacté par le ministère de l'Agriculture pour obtenir un financement qui nous permettrait de financer quelqu'un, parce que clairement, si la personne n'a pas une autre activité à côté, elle peut mieux de nouveau gérer la logistique complexe qui entoure toutes ces actions. Voilà. Merci beaucoup.